troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de M. Chatoué Kamga Hervé, médecin, et de nos éditorialistes Jean-François Candy-Combé et Malik Acher. Et tout de suite au Tchad, l'émotion est toujours vive après la diffusion sur Internet d'une vidéo montrant des violences policières lors d'une manifestation d'étudiants. La classe politique, les syndicats et les associations des droits de l'homme demandent des sanctions. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République, Ibra Adendiaï. Y a-t-il eu des violences policières au Tchad envers un groupe d'étudiants? Une vidéo circule sur les réseaux sociaux. On y voit des policiers maltraitant des élèves arrêtés lors d'une manifestation le lundi 9 mars contre une loi sur le port obligatoire de casque pour les motocyclistes. Des actes condamnés par le collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad, le Camonjet. C'est une cruauté, c'est une violence vraiment qui ne date pas de notre ère. Vraiment, nous condamnons avec énergie cette violence policière à l'encontre des paisibles citoyens, des jeunes, des élèves, des étudiants, certains sont des mineurs. Donc nous condamnons cela. Et nous pensons certainement, le procureur a dit qu'une enquête a été ouverte. Mais nous demandons parallèlement à cette enquête, il faut qu'au niveau des autorités publiques, notamment au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de la Sécurité, au niveau de la Direction générale de la police nationale, il faut que les responsabilités soient dégagées et des sanctions sévères devraient être prises à l'encontre de ces policiers qui, vraiment, à visage découvert sur la vidéo, sont en train de torturer les jeunes. Et nous voudrons que les commanditaires, ceux qui ont donné l'ordre à ces policiers de torturer et de procéder à des arrestations illégales à l'encontre de ces jeunes-là aussi soient sanctionnés. Sur le plan judiciaire, une enquête a été ouverte suite au décès d'un étudiant durant ces manifestations. Nous avons appris l'existence d'une vidéo non encore authentifiée, faisant état de violences des forces de l'ordre sur les étudiants. Nous avons décidé d'ouvrir une information judiciaire afin de déterminer les différentes responsabilités et engager des poursuites si nécessaire. À N'Djamena, le gouvernement a décidé depuis le lundi 9 mars de fermer les écoles et les universités jusqu'à nouvel ordre. Malik, est-ce que ça vous fait penser à un dérapage ou plutôt à des pratiques récurrentes qui finalement se sont trouvées filmées Vous savez, avec les réseaux sociaux maintenant, tous les dérapages sont rapidement mis sur le net, sur Internet. Donc, il y a des pratiques, on le connaît, qui sont établies dans plusieurs pays africains, mais là, je pense que c'est un dérapage. Au vu des images, on n'est pas sur place, on ne peut pas juger, mais il semblerait quand même que les violences qui ont été faites à l'encontre des étudiants sont inacceptables. Maintenant, je pense qu'il faut avoir une responsabilité aussi du côté des étudiants. On a manifesté contre une loi qui paraît quand même assez légitime, qui est pour le port du casque pour les personnes détenant un cyclomoteur, ce qui est normal, c'est pour la sécurité, c'est pour le bien-être général, c'est pour l'intérêt général. Donc je pense que la responsabilité aussi, elle doit être des présidents d'associations étudiantes sur ce sujet-là. Maintenant, les dérives policières sont à condamner, ce n'est pas acceptable, et je pense que l'État tchadien prend en mesure ce problème-là, puisqu'il y a une enquête judiciaire qui est quand même ouverte sur ces faits-là, et je pense que l'État tchadien est conscient qu'il y a eu des dérapages inacceptables. Alors justement, Jean-François, le président tchadien Idriss Déby a entamé des consultations avec des représentants du cadre national de dialogue politique après la diffusion de cette vidéo. Comment expliquer que ça ait pris une telle ampleur ? Ça a pris une telle ampleur parce que, comme je le disais tout à l'heure, Idriss Déby du dedans, c'est pas Idriss Déby du dehors. Idriss Déby, c'est d'abord un État fort qui va au secours des autres États africains, qui leur permet, les aide à maintenir leur intégrité territoriale et qui participe notamment à la résolution des conflits au Nord Mali, contre Boko Haram, en République centrafricaine à un moment, etc. Mais tout cela n'a été possible que parce que nous avons un pouvoir qui a été construit autour notamment des forces de sécurité, autour de l'armée, par rapport à la période d'avant Idriss Déby. Nous avons un État qui est un État, je dirais pas policier, mais c'est un État dans lequel ces forces de sécurité occupent une place de premier choix. Et donc on peut penser du dehors qu'on a une société verrouillée d'une certaine manière. Ce que la manifestation contre le casque des étudiants, on se dit mais où est l'objet qui touche à l'université ou à l'éducation nationale, etc. Mais c'est peut-être justement un échappatoire, c'est peut-être le symptôme de quelque chose qui est qu'au sein de cette société, la jeunesse, parce qu'il s'agit de jeunes, trouve la moindre occasion pour manifester, faire des barricades. On a vu des barricades, on a vu des feux, etc. Et c'est cela. Bon, il est heureux
que des mesures, semble-t-il, aient déjà été prises, et notamment que la justice ait réagi, en tout cas que la police judiciaire ait réagi, et que les autorités politiques aient réagi également pour essayer de ramener la paix. Et ce n'est pas, à mes yeux, un hasard si le président Idriss Déby a lancé ces consultations, qui sont des consultations beaucoup plus larges d'ailleurs que l'événement lui-même. Ça veut dire qu'il y a un enjeu politique qui correspond à quelque chose dont nous avons du mal à l'extérieur à saisir la réalité, je crois. Merci, messieurs. Dans l'actualité également, au Cameroun, Eneo, le concessionnaire du service public de l'électricité, estime que le réseau est dégradé. Afin de remédier à cette situation, l'entreprise investira en 2015 une somme de 37 milliards de francs CFA. Birama Saonera. Au Cameroun, plusieurs localités sont souvent privées de l'énergie électrique. L'entreprise publique de l'électricité Eneo s'attelle à remédier à cette situation, notamment avec la réhabilitation des réseaux de distribution de l'électricité. Objectif, offrir aux Camerounais une électricité de qualité et en abondance. Nous venons de finir une zone de turbulence ou de passer une zone de turbulence ces 3-4 dernières semaines, où on a été malheureusement obligé de rationner l'électricité. Mais je pense que, n'est-ce pas, des mesures ont été prises, des réactions ont été faites, et donc c'est un mauvais souvenir qui est derrière nous. Maintenant, l'entreprise en tant qu'Eneo, elle est consciente de ce qui reste à faire, de tout le travail qu'il y aura à faire, et aussi elle a derrière elle, n'est-ce pas, toute une équipe prête à travailler dur pour qu'on arrive à produire une énergie fiable, de qualité, abondante, à un prix bas aux Camerounais. Selon le directeur général d'Eneo, le réseau d'électricité est dégradé avec des transformateurs surchargés à 140%. Aujourd'hui, des mesures sont prises par la direction générale d'Eneo. D'ailleurs, une somme de 37 milliards de francs CFA sera investie en 2015 afin de résoudre le problème d'électricité au Cameroun. Sur le plan de l'électricité, on a fait des progrès. On a vu l'offre augmenter, la demande augmente de 7 à 8% par an et on a quand même pu accompagner cette demande en électricité. J'ai souvenir que déjà en fin d'année 2014, nous avons remplacé 8 transformateurs de puissance pour pouvoir avoir encore un peu plus d'énergie disponible au Camerounais. Ce n'est pas assez, nous savons qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais nous travaillons dur pour arriver à ce point-là. Pour renforcer la capacité de production d'électricité, Eneo prévoit d'investir 65 milliards de francs CFA en 2016. Par ailleurs, 170 milliards de francs CFA seront mobilisés pour l'implémentation du plan d'investissement sur la période 2014-2018. Monsieur Chatoué Kamga-Hervé, quand on vous parle de réseau dégradé au Cameroun, cela vous étonne ou pas? Non, je pense qu'au Cameroun, la population commence à s'habituer au délestage. On semble revenir un tout petit peu en arrière avec des bougies et des lampes tempêtes. C'est dommage que les autorités puissent prendre compte de ces situations que maintenant, parce que ça dure déjà depuis plusieurs années, mais il y a espoir puisqu'on voit qu'il y a des milliards de francs CFA qui sont prévus en investissement et qu'il y a aussi des projets de barrages hydroélectriques qui sont en cours de construction. Je pense que le problème d'ici 2 à 3 ans, ce sera qu'un sombre souvenir pour la population camerounaise. Il y a espoir. Malik, dans ce genre de cas, à qui la faute, l'État ou Eneo, le concessionnaire? Moi, je privilégie, c'est bête de dire ça, mais c'est l'État qui est responsable quand même. Vous voulez développer une économie. Si vous n'avez pas une sécurité énergétique, vous ne pouvez pas le faire. Donc l'État doit prendre à bras le corps ce problème. Vous savez, au Cameroun, dans les zones rurales, c'est 14% d'électrification. C'est dérisoire. Et si vous voulez permettre à un pays de se développer, il faut permettre au pays d'avoir une sécurité sur le plan énergétique. Maintenant, le Cameroun est dans une région extraordinaire. Il y a le bassin du Congo, qui est un élément naturel extraordinaire. Si on faisait les barrages nécessaires dans le bassin du Congo, ça pourrait même électrifier tout le continent africain. Donc l'Afrique ne manque pas de potentialité. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est la volonté politique. Maintenant, je serai plus optimiste que maintenant. Il y a des initiatives qui sont en cours, notamment l'État camerounais prend conscience de cela. Et même, il y a un organisme qui a été créé il y a une dizaine d'années, le PEAC, je crois, qui est un organisme qui regroupe les États riverains pour permettre de mutualiser les moyens. Et notre invité l'a dit, pour construire des barrages
Ce qui va être fait d'ailleurs, le Cameroun a ce projet-là avec le Congo de construire un barrage permettant l'électrification de nombreuses régions. Donc voilà, la faute impute à l'État et c'est à l'État de prendre conscience de ce problème-là et de mettre les moyens. Jean-François, vous êtes d'accord avec Malik, il y a un manque de volonté politique ? Bien sûr, c'est l'État qui est en première ligne. Même si c'est le concessionnaire qui commet une faute, dans un contrat de concession dont l'une des parties est l'État, il y a un cahier des charges. Et lorsque le concessionnaire ne respecte pas ce cahier des charges, il y a des sanctions qui s'en suivent. Donc, qui est au bout de la chaîne? C'est l'État, c'est les autorités politiques. Et il y a eu pendant longtemps, pas ces dernières années, puisqu'il y a les projets dont il a été question tout à l'heure, et dont on se réjouit d'ailleurs, dont il faut se réjouir, il y a eu pendant très longtemps quand même quelque chose qu'on ne comprend pas, qui est de l'ordre de l'irresponsabilité. Comment voulez-vous développer un pays si vous avez des délestages à tout va qui ne sont même pas prévus? Parce que figurez-vous qu'il n'y a pas d'horaire des délestages, hein, parce que sinon les gens s'organiseraient autrement. Mais le délestage, c'est la surprise du jour et de la nuit. Et là, manque de volonté politique hier, j'espère que demain ce ne sera pas le cas. Et j'espère qu'après-demain, nous aurons tous des lampes tempêtes et des bougies sur nos tables et sur nos armoires, mais comme objet de décoration. Voilà, comme objet de décoration au Cameroun, au Congo, en République centrafricaine. Dans tous ces pays-là, nous avons le même problème. Le pire, c'est que ça ne rassure pas les investisseurs. Quand vous voyez un investisseur qui voit les potentialités économiques du Cameroun, qui se dit « j'aimerais bien investir », mais la première des choses, c'est se sécuriser sur le plan énergétique. Donc s'il n'y a pas cette sécurité-là, vous n'allez pas attirer les investisseurs étrangers. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. L'Afrique de l'Ouest pourrait perdre environ 15 milliards de dollars durant les 3 prochaines années à cause de l'épidémie d'Ebola qui impacte négativement le commerce transfrontalier, les investissements étrangers et l'activité touristique dans la sous-région. C'est ce que révèle un rapport publié par l'Organisation des Nations Unies ce 12 mars. Le taux de pauvreté pourrait également augmenter de 22% dans les 3 pays touchés. Malik, que pensez-vous de cette estimation? Est-ce que cela vous semble plausible? C'est plausible, c'est colossal. On parlait du paludisme. Le paludisme aussi, c'est aussi un frein pour l'économie des pays. Toute maladie pandémique, toute pandémie, excusez-moi, est un frein pour l'économie d'un pays. Donc c'est considérable. Et malheureusement, ces pays-là ne sont pas des pays sur le plan économique très avancés. On pense au Libéria, on pense à la Sierra Leone, qui ont été durement touchés par cette épidémie d'Ebola. Donc non, ça ne m'étonne pas. Et que le taux de pauvreté progresse aussi à cause de cette épidémie, ça ne m'étonne pas. Jean-François, est-ce que cela rend d'autant plus nécessaire l'annulation de la dette pour ces 3 pays touchés? Je pense que la question de l'annulation de la dette est une question qui est sur la table, y compris indépendamment d'Ebola. C'est une question globale. Et avec Ebola, évidemment, cette question ou du réaménagement à tout le moins de la dette. Le chiffre qui a été annoncé, évidemment, ce sont des projections d'avenir. Ce sont des projections d'avenir. On peut espérer qu'on sera en deçà du chiffre, qu'on sera en deçà de ce qui a été annoncé. Le fait est que d'ores et déjà, il y a des pertes qu'on n'a pas encore pu chiffrer. D'ici quelques mois, on aura les chiffres. Et puis, cela marque aussi le fait que dans la réalité économique, des décisions qui sont prises, des décisions politiques, par exemple, de fermeture des frontières, etc., le rétablissement du statu quo ante, c'est-à-dire du statu quo d'avant, c'est-à-dire la confiance des opérateurs, est quelque chose d'extrêmement difficile ensuite et peut prendre du temps. Les décisions ont été prises sur de courtes périodes d'ailleurs, et là, les effets vont se traduire sur au moins 3 ans pour qu'on revienne à la confiance des opérateurs et à la fluidité des échanges de personnes et de biens en Afrique de l'Ouest. Bon, je pense qu'on en sortira. On en sortira maintenant. Monsieur Chatoué-Kamgaïarvé, peut-être une réaction par rapport à ces conséquences? Oui, je dirais que peut-être on aura plus de pertes. On sait que pour le paludisme, on a 1,3% de perte de croissance en Afrique. Uniquement, mais avec le paludisme, il n'y a pas de frontières fermées. Avec Ebola, il y a eu des frontières fermées. Le commerce déjà entre les États voisins était quasi arrêté. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des années futures glorieuses pour ces 3 pays les plus touchés. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 3e volet de cette semaine consacré à la recherche scientifique en Afrique. Monsieur Chatoué-Kamgaïarvé, merci d'avoir été là. Merci. Je voudrais seulement rappeler qu'on a une association
qui consiste à développer un hôpital rural au Cameroun pour tous ceux qui voudraient nous apporter une aide. C'est Asso Medic Dio, Asso A2SO évidemment, MEDIC Dio DGO @gmail.com pour tous ceux qui voudraient nous apporter une aide quelconque pour développer ce projet. Le message est passé. Merci. Jean-François, merci également. Merci Fanny, c'était un plaisir de retrouver nos téléspectateurs et nos téléspectatrices et de finir par un projet pour l'Afrique. Et Malik, merci d'avoir été avec nous. Merci Fanny, j'espère que l'appel de notre invité sera entendu. On l'espère. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa News.